Questions-réponses. Et bon, allez, on y va. Alors, vous avez des questions ouvertes, et puis après, on fera des questions fermées. Vous noterez vos réponses et on fera un corrigé ensemble. Et celle-là, c'est moi qui vais répondre. C'est pour avoir un panorama du démembrement. Quels sont les droits et les devoirs de l'usufruitier? Alors, les droits de l'usufruitier, on dit l'usus, le fructus, puis le propriétaire, l'abusus. Bon, ok, d'accord, ça c'est dans les livres ou dans les cours de master. Mais c'est vrai que l'usufruitier, en principe, il a droit aux fruits. Si c'est une résidence, il a droit de l'habiter. Mais on va voir que ce n'est pas du tout l'usus et l'abusus pour le nu propriétaire. Pourquoi? Parce que l'abusus, le nu propriétaire, il n'a qu'un seul droit. C'est d'attendre le décès de l'usufruitier. C'est tout, terminé, basta. Les devoirs de l'usufruitier, c'est jouir un bon parent de famille, comme on dit. Voilà. Ne pas porter atteinte à la substance de la chose. Mais, on dit ça, mais je n'ai pas de jurisprudence en tête qui traite du problème de la substance de la chose. Hein. Donc, bon. Les obligations, les droits et les obligations du nu propriétaire, alors on va voir que pour les immeubles, là, c'est particulier quand même. En principe, les grosses réparations sont à la charge du nu propriétaire. Vous vous rendez compte? Alors qu'il a le droit de se taire. Bon. Mais c'est pour ça que la jurisprudence constante décide que en aucun cas, on ne peut obliger le nu propriétaire à réaliser les gros travaux, au sens du 606 du Code civil. Donc finalement, si le nu propriétaire refuse, ça va être l'usufruitier. Et regardez, j'ai vu à un moment donné madame qui était usufruitière, parce que tout le monde, tous les professionnels de succession proposent, la plupart, proposent l'usufruit du conjoint survivant. Tiens, quelle situation, vous mettez la situation parfois, le conjoint dans une situation difficile. Moi, j'ai vu dans Normandie, madame hérite l'usufruit de la résidence familiale, bon, qui était une résidence superbe depuis 3 générations, mais la toiture, envolée par une tempête. Madame convoque ses 5 filles et demande, les enfants, est-ce que vous pouvez m'aider à réaliser les gros travaux? Et tous les enfants ont refusé de prendre en charge les gros travaux, parce qu'il y en a qui voulaient bien, mais les autres refusaient, donc c'est estimé que, vous voyez le truc, quoi, puisqu'ils étaient en indivision sur la nue propriété, et donc ils ont refusé globalement de prendre en charge les gros travaux. Madame n'avait pas de patrimoine pour réaliser les gros travaux. Elle a voulu vendre, et les enfants ont dit non, ils sont opposés à la vente. Parce qu'ils se sont dit, mais non, il y en a qui passaient leurs vacances au Club Med, et puis il y en a qui passaient leurs vacances, qui n'avaient pas les moyens, qui passaient toujours leurs vacances dans cette résidence-là. Et maintenant, tu ne peux pas vendre. On peut pas, nous, on n'a pas les moyens d'aller au Club Med. Et madame ne pouvait plus monter les étages pour jouir de sa résidence. Waouh. Donc, il faut regarder, quoi. Non. Bon, il faut regarder pour l'immeuble, en tous les cas. Hein. Quel problème pose le démembrement? Pour moi, c'est l'incertitude totale. L'incertitude totale sur les revenus, parce qu'il y a des revenus variables. Regardez, j'ai une succession, job pour l'usufruit, et il y a des produits de capitalisation. L'usufruit des produits de capitalisation, c'est 0. Hein. Job pour l'usufruit d'une succession qui est composée de 100% de liquidité, c'est un quasi-usufruit. On verra ce que c'est que le quasi-usufruit, c'est que le conjoint ici, le conjoint survivant, ou le quasi-usufruitier plus généralement, peut disposer librement de toutes les sommes, sans de compte à rendre au nu propriétaire. C'est chouette ça comme solution. On verra d'ailleurs que le quasi-usufruit est la seule solution confortable pour l'usufruitier. Sinon, quand il n'y a pas de quasi-usufruit, c'est l'usufruit de droit commun, et à ce moment-là, l'usufruitier ne peut pas bouger une oreille, la perte des pouvoirs de gestion, sans l'accord du nu propriétaire. Pour vendre un bien, il faut l'accord de tout le monde. Incertitude revenu, perte des pouvoirs de gestion et la fiscalité. La fiscalité, à moins de mourir, à moins que l'usufruitier meure. Ah oui, ça c'est une bonne affaire pour le nu propriétaire. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts, vous voyez bien que l'usufruitier, il veut des fruits, et le nu propriétaire, il veut une plus-value, si possible, à très court terme. Maman, tu meurs quand? Vous savez,
quand j'interroge certaines personnes, je vois, tiens, la résidence ici, alors c'est quoi? Oui, alors je suis nu propriétaire, puis je vois les yeux se lever au ciel comme ça. L'air de dire, tiens, je serai plein propriétaire quand? Bon. Et il y en a même qui lâchent, ouais, mais enfin, il est en bonne santé. Je dis, tant mieux qu'il soit en bonne santé. Enfin, on devrait se réjouir. Donc, voilà. C'est ça la gestion de patrimoine? Non, je plaisante. Ah oui, fiscalement, c'est intéressant. Bon, enfin, vous voyez. Dans quelles conditions le nu propriétaire peut-il contraindre l'usufruitier à vendre le bien? Jamais. Alors, ni l'usufruitier, ni le nu propriétaire peuvent contraindre à vendre le bien. Il faut vraiment l'accord de tout le monde. Et quand il y a une indivision en plus sur la nue propriété, ben, ça ne va pas. Voilà. L'usufruitier et le nu propriétaire conviennent de vendre le bien. Quels sont les droits respectifs de l'usufruitier et du nu propriétaire? Et ça va avec la question qui suit. Comment est réalisé le partage lorsqu'il décide de vendre entre des liquidités issues de la vente entre usufruitier et nu propriétaire? Alors, on a vu qu'on a deux valeurs et on va appliquer ici la valeur vénale, la valeur économique. Et la jurisprudence est unanime pour dire en cas de mutation à titre gratuit, donc en cas de vente, eh bien, le partage doit être réalisé selon la valeur économique. Les parties peuvent décider d'appliquer le barème fiscal, bien évidemment, mais s'il y a un désaccord, c'est la valeur économique qui va s'appliquer. Et si on s'éloigne de la valeur vénale, l'administration fiscale va regarder si éventuellement il y a des économies fiscales. Et s'il y a des économies fiscales, ben, on est dans le risque de l'abus de droit. Qu'est-ce qu'un usufruit successif? Quelles applications? Donc, alors, l'usufruit successif, il passe successivement à plusieurs personnes. Donc, l'application, c'est le conjoint survivant, par exemple. Un usufruit successif, je donne la nue propriété avec constitution d'un usufruit, avec réserve d'usufruit et constitution d'un usufruit successif. L'usufruit successif doit être prévu au moment de la donation de la nue propriété. Il ne peut pas être prévu après. Il était prévu absolument dans l'acte. Voilà. Mais méfiance, puisque tout le monde, presque tout le monde, encore se dit que le démembrement, c'est intéressant. Ben oui, alors je suis provocateur toujours, mais ce n'est pas pour le plaisir de provoquer, c'est la réalité du terrain, on va dire ça comme ça. Le démembrement, quand on voit des situations, il eût fallu l'éviter plutôt. Et j'ai des clients qui se disent, non seulement ça, même quand ça s'entend bien entre usufruitier et nu propriétaire, on a prévu un usufruit, mais madame, elle est plein, le conjoint survivant, il est plein aux as. Et on lui donne encore des revenus. Et en plein IFI. Elle est bien bonne. Mais c'est le réflexe du démembrement de propriété. Pour procurer des revenus, le démembrement de propriété. Mais on le lit partout. Tiens, une société civile, pour procurer les revenus, on va démembrer les parts sociales. C'est systématique. Alors, c'est vrai, si je suis jeune et je suis très riche et que je vais mourir très vite, ça peut être une bonne chose. Voilà. Mais autrement, il lui fallu penser auparavant pour associer les enfants directement au capital de la société. Et plus on attend, plus ça va coûter. Enfin, bon. La clause de réversion d'usufruit successif, clause de réversion d'usufruit, quelle fiscalité? Alors, on verra que la Cour de cassation qualifie la réversion d'usufruit d'une donation à terme de biens présents. On y reviendra quand on verra la transmission. Une donation à terme de biens présents. Ça veut dire que j'ai une donation tout de suite, mais je ne livrerai le bien que plus tard. Ça veut dire que, puisque c'est une donation de biens présents, eh bien, les droits de mutation à titre gratuit sont dus maintenant. Or, exception, alors, il y a une tolérance de l'administration fiscale, et on le verra peut-être pas ici, mais dans un autre cours, notamment sur les contrats de mariage, que puisque le conjoint ou le partenaire pacsé sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit au moment du décès. Mais si vous donnez à votre conjoint ou à votre partenaire pacsé, vous avez un abattement de 80 000 €. Donc,
ils sont assujettis au droit de mutation à titre gratuit. Donc si vous prévoyez une réversion d'usufruit, en principe, puisqu'il s'agit d'une donation de biens présents, ils devraient être taxés au droit de mutation à titre gratuit. Donc il y a une tolérance fiscale qui dit que non, pour le conjoint donc marié et le partenaire pacsé, eh bien, les réversions d'usufruit suivent la taxation par décès. Et donc ils sont exonérés. Le conjoint survivant hérite de droits en usufruit, les enfants en nue propriété. Les enfants peuvent-ils obtenir la conversion de l'usufruit en rente viagère ou en capital? Oui, c'est une disposition méconnue. En effet, les enfants, les nus propriétaires peuvent demander au juge, moyennant garantie, la conversion de l'usufruit en rente viagère. Cette disposition-là est méconnue et c'est une disposition d'ordre public. On ne peut pas l'empêcher. Mais comme elle est inconnue, personne ne l'actionne. En capital, non, il faut l'accord des deux. Quelles sont les obligations de l'usufruitier d'un immeuble? Bon, les charges d'entretien, mais aussi les grosses réparations dès lors que le nu propriétaire refuse de les prendre en charge. Et alors, les contentieux sont nombreux. Et si les contentieux sont nombreux, bon, alors c'est très bien pour certaines professions, notamment les avocats, mais vous voyez bien que s'il y a des contentieux, c'est qu'il y a des problèmes, non? Donc pourquoi ne pas éviter les problèmes auparavant, quoi? Les obligations du nu propriétaire d'un immeuble, attendre le décès de l'usufruitier et prendre en charge les gros travaux, sauf s'il les refuse. Quels sont les pouvoirs de gestion et les obligations de l'usufruitier d'un portefeuille, d'un compte titre? Alors, on a, suite de l'arrêt Belley, je ne sais plus quelle année, 2003 peut-être, l'arrêt Belley considère un portefeuille comme une universalité. Ça veut dire qu'on ne va pas regarder titre par titre, mais le portefeuille est un tout. Et l'usufruitier va pouvoir céder les titres à charge d'en conserver la substance. Donc il peut gérer chaque titre, le portefeuille, sans avoir à recueillir l'accord du nu propriétaire pour chaque titre. Mais il va avoir deux obligations, celle de réinvestir, en principe. Je n'ai pas de jurisprudence encore, mais il ne peut pas laisser en liquidité parce que ça porterait atteinte à la substance de la chose, selon la doctrine majoritaire. Et il doit informer régulièrement le nu propriétaire sur l'évolution du portefeuille, ce qui est rarement fait. Il y a des banques qui envoient les relevés au nu propriétaire, mais il y en a plein qui n'envoient rien du tout. Donc je pense, alors ça n'attaque pas, mais l'usufruitier pourrait voir la déchéance de ses droits, je pense. Mais on va voir que la différence, c'est que ici, l'usufruitier, il peut avoir que les revenus du portefeuille. En aucun cas, il ne peut vendre un titre et prendre les liquidités, contrairement au quasi-usufruit. Et on va voir que, attention, lorsque quelquefois les personnes ont des obligations dans leur portefeuille, des obligations des banques, et elles les gardent sur leur compte. Eh bien ici, il y a tout intérêt à ouvrir un compte spécifique pour ces obligations-là. Pourquoi? Parce que quand les obligations arrivent à échéance, à ce moment-là, l'usufruitier peut bénéficier d'un quasi-usufruit sur le remboursement des obligations. Puisque le quasi-usufruit n'est pas de sa volonté, le quasi-usufruit est naturel. Et quand le quasi-usufruit est naturel, eh bien là, l'usufruitier, il peut avoir, bien sûr, le bénéfice du quasi-usufruit. Mais si c'est lui qui cède, en aucun cas. Donc, isoler le portefeuille. Et aussi, on va voir, une précaution à prendre, c'est qu'il y a intérêt à ouvrir un compte usufruit et nu propriétaire. Pourquoi? Parce que au second décès, bien souvent, on ne pourra pas apporter la preuve, notamment auprès de l'administration, que le compte était préalablement démembré. Et il y a encore des banques qui ne savent pas ouvrir un compte US et NUP, ils mettent Inde. Parce que l'informatique ne leur permet pas de mettre usufruit et nu propriété. La conséquence fiscale, ce sera taxé une seconde fois, au second décès. Boum.
Bingo. Enfin. L'usufruitier est le nu propriétaire de parts de société qui a droit aux dividendes. Alors la réponse la plus courante, c'est l'usufruitier. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. Donc il y a deux jurisprudences qui affirment que les sommes, le dividende qui provient des réserves, revient au nu propriétaire. Et les autres, celles qui portent sur les bénéfices et le report à nouveau, reviennent à l'usufruitier. Donc, attention à ne pas porter les sommes en réserve. Donc, moi, j'écris dans mes statuts que la décision d'affectation en report à nouveau est une affectation. Ce n'est pas une absence d'affectation, puisque si c'était une absence d'affectation, ça reviendrait au report à nouveau. Et on verra que selon la comptabilité nationale, donc de la fonction publique, des organismes publics, bien, le fruit perd le caractère les sommes portées en report à nouveau perdent le caractère de fruit pour devenir réserve, automatiquement, au bout de 2 ans. Ah, donc pour éviter. C'était le cas auparavant, mais bon, c'est pour ça que selon l'ancien plan comptable général de 1983, c'est pour ça que je suis très vigilant au statut. Le quasi-usufruit, quels sont les biens concernés par le quasi-usufruit et quels sont les droits et les obligations de l'usufruitier. Alors les biens concernés par le quasi-usufruit, les choses consomptibles par le premier usage telles que l'argent, les grains, les liqueurs. 587 du Code civil. Donc, bien, par exemple, on l'a vu, dans la succession, démembrement subi. Des liquidités qui proviennent des démembrements subis, eh bien, voilà, vont être sujets au quasi-usufruit. Donc, dans une succession, si la succession se compose de 100% de liquidités et on opte pour l'usufruit, là, c'est une bonne solution pour l'usufruitier parce qu'en plus, on verra que fiscalement, il y a une créance de restitution déductible de l'actif successoral. Bon. On a vu aussi le quasi-usufruit qui provient de l'effet naturel, notamment pour le remboursement d'obligations qui arrivent à échéance. Quasi-usufruit. Et il y a aussi, donc ici c'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit légal, et il y a un deuxième quasi-usufruit, le quasi-usufruit conventionnel. Jusqu'à peu de temps, j'étais persuadé que le quasi-usufruit conventionnel était quasiment impossible. Mais c'était une erreur de ma part. Et un notaire m'a fait le remarque, on a échangé, et le notaire, je me suis rangé à son avis, et que le quasi-usufruit conventionnel est tout à fait possible, en fait, parce qu'on a une jurisprudence que je n'avais pas vue. Quels sont les droits et les obligations de l'usufruitier? L'usufruitier, le quasi-usufruitier peut tout consommer à charge de rendre à son décès. Rendre à mon décès, moi je veux bien tous les jours. Et cette obligation de restitution va se traduire par une créance de restitution, donc qui sera déductible, sous condition, de l'actif successoral. Super. Une femme âgée de 61 ans est usufruitière d'un immeuble valant 500 000. Quelle est la valeur fiscale de la nue propriété? Quelle est la méthode pour répondre aisément? La méthode pour répondre aisément, c'est la règle du complément à 10. Je fais 6, je garde la dizaine, 6, et je fais 10 moins 6. Le complément à 10. 10 moins 6 égale 4 dixièmes. 4 dixièmes, c'est la valeur de l'usufruit. J'en déduis la valeur de la nue propriété. 6 dixièmes, 60% de la pleine propriété. Quelle est la valeur fiscale d'un usufruit temporaire? La valeur d'un usufruit temporaire est de 23% par période de 10 ans, même simplement commencée, sans que cette valeur puisse dépasser celle d'un usufruit viager. On fait le calcul des deux et on fait le plus petit. Ça ne peut pas dépasser. On verra un exemple. Quand peut-on recourir à la valeur économique d'un usufruit ou d'une propriété? Pour échapper éventuellement au barème fiscal, on va écarter les mutations à titre gratuit, parce que
On a vu que c'est le barème fiscal qui s'impose pour les mutations à titre gratuit. Et on va recourir une mutation à titre onéreux pour appliquer la valeur économique. Alors, là aussi, bon, je souris, mais c'est pas gentil de sourire, mais pendant très longtemps, les spécialistes disaient oui, oui, regardez, mais vous voyez bien que quand on veut échapper, on est sur le coup de l'abus de droit. Mais j'ai eu raison trop tôt, puisque des opérations sont faites, et puis les conseils se sont mis plein d'argent, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est qu'il y a seulement 3 ans, abus de droit. Recourir à la valeur économique pour échapper au barème fiscal est constitutif de l'abus de droit. Bon, voilà. Quelle est la répartition des impôts entre usufruitiers et nus propriétaires? Ça va dépendre, en fait, des biens sur lesquels repose le démembrement. C'est pas pareil si c'est un immeuble, si c'est un portefeuille de valeurs mobilières, si ce sont des parts de société. Donc la règle est la suivante, je travaille par répétition, donc on y reviendra bien sûr, quand on verra la fiscalité, mais l'usufruitier d'un immeuble, c'est les impôts sur le revenu, et le nu propriétaire, c'est l'impôt sur la plus-value. Et il n'y a pas de dérogation possible à la règle. Pour un portefeuille de valeurs mobilières, alors, c'est la même chose, mais les usufruitiers et nus propriétaires peuvent convenir d'une répartition différente en cas de décès, notamment, ils peuvent disposer d'une répartition différente, mais attention, l'option est irrévocable. Et pour les parts sociales, c'est la liberté statutaire, notamment pour les parts de société civile à l'IR. La règle est la suivante. L'administration fiscale dit l'usufruit est imposable sur les bénéfices courants, le nu propriétaire sur les bénéfices exceptionnels, à savoir si la société civile à l'IR vend l'immeuble, elle considère que c'est un bénéfice exceptionnel. La vente de titres de participation, c'est un bénéfice exceptionnel. Sauf convention contraire, éventuellement conclue avant la clôture de l'exercice. Et il y a plein de personnes qui confondent, et souvent on les rend, dans une certaine profession. Je dis ça parce que je viens d'avoir une réunion ce matin en disant voilà ce qu'on a mis dans les statuts. L'usufruit est imposable sur les bénéfices courants et le nu propriétaire sur les bénéfices exceptionnels. Mais vous voyez que c'est une disposition fiscale. Je n'utilise jamais cette règle-là. Vous vous rendez compte? C'est l'incertitude totale. On ne sait pas. Moi, j'aime pas l'incertitude. Quelles sont les situations qui mettent fin au démembrement? Le décès de l'usufruitier, ça c'est sûr. La perte totale de la chose, le non-usage pendant 30 ans, la déchéance de l'usufruit pour abus de jouissance, par exemple. Voilà. Et on a d'autres questions, puis vous allez dire, tiens, oui ou non, vous allez mettre sur votre feuille, dire oui, vous allez cocher oui ou non. Et après, on fera la correction. Affirmation, l'usufruitier peut vendre son droit sans l'accord du nu propriétaire. Vous notez. Le nu propriétaire peut contraindre l'usufruitier à vendre la pleine propriété. Le conjoint survivant usufruitier hérite de biens en usufruit et les enfants en nue propriété. L'usufruitier peut exiger la conversion de son usufruit en capital. Vrai ou faux? Usufruitier et nus propriétaire vendent un immeuble. Les liquidités sont partagées, sauf accord pour reporter le démembrement sur un autre bien. Vrai ou faux? L'immeuble est vendu, le nu propriétaire doit payer l'impôt sur la plus-value. Le nu propriétaire décède, la nue propriété rejoint l'usufruit. En général, on fait le décès de l'usufruitier, et ici c'est l'inverse. Une femme âgée de 60 ans est usufruitière d'un bien valant 100.
La valeur fiscale de la nue propriété est de 50. La valeur fiscale d'un usufruit temporaire de 15 ans est de 46%. On peut recourir à l'évaluation économique pour les échanges. On peut établir une convention de quasi-usufruit sur des valeurs mobilières. Le nu propriétaire peut refuser de prendre en charge les gros travaux de l'immeuble. La réversion d'usufruit est une donation à terme de biens présents et non pas une donation conditionnelle. L'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières doit recueillir l'accord du nu propriétaire pour vendre la totalité du portefeuille. Société, toutes les décisions concernant les bénéfices et le dividende reviennent à l'usufruitier. Pour transmettre à ses enfants, il vaut mieux fiscalement investir en assurance vie plutôt que de donner. Donc voici maintenant les réponses. L'usufruitier peut vendre son droit sans l'accord du nu propriétaire. Oui. Voilà, chacun est autonome dans son droit. L'usufruitier peut céder son usufruit, le nu propriétaire peut céder sa nue propriété, mais pour vendre et l'usufruit et la nue propriété, il faut l'accord des deux. Le nu propriétaire peut contraindre l'usufruitier à vendre la pleine propriété. Jamais. Même le juge ne peut pas ordonner la vente forcée du bien sujet à usufruit. Le conjoint survivant hérite en usufruit et les enfants en nue propriété. L'usufruitier peut exiger la conversion de son usufruit en capital. Non. En rente viagère, oui. Mais pas en capital. Sauf accord des parties. Usufruitier et nu propriétaire vendent un immeuble, les liquidités sont partagées, sauf accord pour reporter le démembrement de propriété. Oui. Tout bien. Hein? Le principe, c'est le partage. En cas de désaccord, c'est le partage, selon, on a vu, la valeur économique. Mais les parties peuvent convenir de reporter le démembrement de propriété sur un autre bien. Un immeuble est vendu, le nu propriétaire doit payer l'impôt sur la plus-value. Eh oui. Pas s'il s'agissait d'une société civile. Le nu propriétaire décède, la nue propriété rejoint l'usufruit. Non. Si c'est le nu propriétaire qui décède, la nue propriété passe à ses héritiers, qui doit respecter les droits de l'usufruitier. Une femme âgée de 60 ans est usufruitière d'un bien qui vaut 100, la valeur fiscale de la nue propriété est de 50. Oui. Donc on a vu tout à l'heure la règle du complément à 10, mais voilà, l'exception, c'est quand j'ai une tranche d'âge ronde, je me rajeunis et je fais la règle du complément à 10. La valeur fiscale d'un usufruit temporaire de 15 ans est de 46%, oui, sauf exception si la valeur était supérieure à celle d'un usufruit viager, auquel cas on retiendrait l'usufruit viager. On a deux périodes de 23%. On peut recourir à la valeur économique pour les échanges, oui. Voilà, le barème fiscal ne s'impose que pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Et la jurisprudence est constante. D'ailleurs, elle ne dit pas la valeur économique. Les premières jurisprudences disaient qu'on doit prendre en considération le revenu net que l'usufruitier pouvait espérer obtenir. Donc l'usufruit, c'est la rentabilité et son espérance de vie en fait. On peut établir une convention de quasi-usufruit sur des valeurs mobilières. Là, donc ici, il faut que je change. Oui, voilà. C'est le quasi. Voilà mon ancienne position il y a encore 2 mois. Non, je disais, j'affirmais. Et là, je remercie le notaire.
que je citerai d'ailleurs dans mon cours plus tard, pour dire merci, quoi. Voilà. On peut établir une convention de quasi-usufruit. C'est pour ça que je l'ai laissé et je ne l'ai pas corrigé, parce que j'aime bien souligner que je me trompais. Le nu propriétaire peut refuser de prendre en charge les gros travaux de l'immeuble. Oui, on l'a vu. La réversion d'usufruit est une donation à terme de biens présents, pas une donation conditionnelle, donc en principe taxable au droit de mutation à titre gratuit. Ouais. L'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières doit recueillir l'accord du nu propriétaire pour vendre la totalité du portefeuille. Oui, parce que ici, pas pour vendre des titres, mais pour vendre la totalité du portefeuille, parce que ça pourrait porter atteinte à la substance de la chose. Donc, voici l'arrêt Belley, c'est pas 2000, c'est 1998, qui consacre le principe d'universalité du portefeuille, à considérer comme un tout, comme pour un fonds de commerce d'ailleurs. Société, toutes les décisions concernant les bénéfices et le dividende reviennent à l'usufruitier? Non. Alors, 1844 du Code civil, lorsque une société, notamment est démembrée, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf en ce qui concerne l'affectation du bénéfice, où il est réservé à l'usufruitier. L'affectation du bénéfice. Ce n'est pas des décisions qui concernent le dividende, mais l'affectation du bénéfice. Enfin, la dernière, pour transmettre à ses enfants, il vaut mieux fiscalement investir en assurance vie plutôt que de donner. Bon, on verra le match. Je dis ça, le match, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de faire un post sur LinkedIn en prenant mon exemple, mais qui me cite. Je le remercie d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais on va voir que le placement préféré des Français, l'assurance vie, c'est une croyance que c'est bon pour la transmission. Hein. La meilleure arme de défiscalisation, la donation. Mais donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, donc personne ne veut donner. Mais avec moi, tout le monde veut bien donner. Puisqu'on garde l'essentiel, non? J'ai même un client qui est un terrien. Hein. Pour ces personnes-là, posséder, c'est quelque chose. Hein. Il vit sur une terre de granit en plus, bon, et donc c'est le bien. Et 2 ans après, c'est celui qui était le plus coriace. Mais j'essaye pas de convaincre les personnes, je leur explique que s'il peut faire une économie de 10 millions d'euros, c'est pas plus mal, quoi. Enfin, pour ses descendants, c'est mieux quand même. Et après, il a dit, Monsieur Royal, j'ai tout lâché prise, et donc je suis face à la mer, et je regarde mes enfants bosser, ils me nourrissent tous les matins. Alors, il a de quoi vivre, hein, mais et voilà, et je contemple la mer et je m'amuse avec les petits enfants. Merci. Voilà. Voilà.